Moi, je vais vous proposer un petit voyage dans les couloirs du temps parce que finalement, quand j'écoute les intervenants antérieurs, on se rend compte que l'intervention sur la responsabilité environnementale, qui résulte finalement de la directive de 2004, qui est l'origine de cette responsabilité environnementale, ça semble finalement des siècles. L'environnement évolue tellement rapidement et finalement les évolutions ont été telles que parler d'une directive en 2004 de 2004 qui a 18 ans, ça semble véritablement des siècles. On voit finalement que le paradigme environnemental a totalement changé, c'est-à-dire que pourquoi aujourd'hui mon intervention elle porte sur des textes qui semblent complètement poussiéreux, c'est parce que l'approche de 2004 elle est sur une approche de sanction d'abord, c'est-à-dire qu'on sanctionne et on répare avec une prévention, mais finalement à l'époque, en 2004, on est assez impuissant, et d'ailleurs on l'est encore un petit peu aujourd'hui, sur la réparation, et on va voir pourquoi. Et la logique en 2004, puis en 2008, la directive 2008, c'est véritablement renforcer l'arsenal répressif. Aujourd'hui, et finalement, dans l'ordre chronologique, mon intervention fonctionne très bien par rapport aux deux précédentes, c'est-à-dire qu'on voit tout ce qui a été fait et l'approche qui est différente, c'est-à-dire que véritablement, ce qu'on attend, c'est que les acteurs, et en particulier les entreprises, préviennent le risque. On est véritablement sur une logique de prévention, parce que l'histoire a montré que la réparation est compliquée, pour ne pas dire impossible. On dira trois mots sur l'ERECA, qui est un exemple majeur, puisqu'en plus, j'ai eu la chance d'accompagner avec mon ancien associé Corinne Lepage pendant 13 ans les collectivités et arriver effectivement à l'arrêt de la Cour de cassation, mais on en dira un mot par rapport à l'approche du préjudice environnemental. La directive de 2004 n'existait pas au moment du naufrage, elle existait au moment des procès, si je puis dire, mais elle ne nous a pas aidés, on va voir pourquoi. Et finalement, cette approche, je le disais une fois encore, elle a évolué et véritablement, c'est la prévention qui était prévue par la directive de 2004 qui, aujourd'hui, plus que jamais, est vue comme la prévention, la vigilance, dont il a été également parlé, sont des outils véritablement pour éviter le dommage plutôt que chercher à le réparer quand on ne parvient pas véritablement à le réparer. Alors, je le disais parce qu'on est dans des rencontres européennes, donc on va partir de la base européenne. On verra que finalement, en France, on n'est pas toujours les meilleurs élèves de la classe en termes de transposition de directives et en termes d'anticipation, notamment en matière d'environnement. On était finalement plutôt en avance par rapport à cette directive de 2004 et encore plus cette directive de 2008. La directive de 2004, excusez-moi, qui évolue en 2006, en 2009, en 2013 et enfin en 2019, on voit que cette directive, elle évolue pour étendre les activités soumises au régime de prévention et de réparation de la directive 2004. La directive de 2004, elle ne prévoit pas un régime classique de responsabilité. On le voit au paragraphe 3 de l'article 3 qui précise que sans préjudice de la législation nationale pertinente, la présente directive ne confère aux parties privées aucun droit à indemnisation à la suite d'un dommage environnemental ou d'une menace imminente d'un tel dommage. Finalement, cette directive, c'est plus un binôme, c'est plus un couple, c'est un trinôme, c'est un trouble, c'est-à-dire les autorités administratives, l'exploitant, on peut dire l'entreprise, parce que finalement, sauf exception, en général, c'est qu'une entreprise qui est visée, et les victimes, ou en tout cas les acteurs de l'environnement, parce que on peut être acteur de l'environnement sans être victime, on l'a vu notamment avec l'action très active des associations, aujourd'hui en particulier en termes de vigilance et de prévention. Donc, la directive 2004, je disais, un régime de prévention et de réparation des atteintes dommageables à l'environnement. Prévenir et réparer les dommages écologiques purs, on va voir la difficulté que ça pose. Ça n'est pas applicable en cas d'atteinte à des intérêts d'ordre privé. Et finalement, cette directive, on va voir que malgré tous les efforts qu'elle a fait, et c'est finalement toujours la difficulté d'une directive, c'est qu'elle doit être à la fin l'aboutissement d'un accord entre X États membres, et il y en avait moins en 2004, mais pour autant, il y en avait déjà suffisamment pour que ça soit un arbitrage et un compromis, elle se révèle assez restrictive dans l'applicabilité par rapport aux personnes concernées, par rapport aux dommages concernés. Elle a été transposée, on peut le dire, assez tardivement, puisque finalement, elle est entrée en vigueur le 30 avril 2004, et à la date limite du 30 avril 2007, seuls 4 États membres l'avaient transposée: l'Italie, la Lituanie, la Lettonie et la Hongrie. La France, une fois n'est pas coutume, a été condamnée pour tardivité, mais finalement, cette fois-ci, ce n'était pas forcément parce qu'elle traînait des pieds, c'est parce que cette directive de 2004 et celle de 2008 également lui posaient une difficulté parce qu'elle avait, elle, à l'époque, déjà un corpus législatif qui était suffisant
par rapport à ce que prévoyait en termes de prévention et surtout de réparation, enfin de sanctions, pardon, les textes français. Donc la France était un peu encombrée. Après, il y a eu la loi de 2008 sur la responsabilité, et finalement, c'était pas pour avoir traîné, c'était pour avoir une difficulté de transposition. Et d'autres pays, finalement, on voit dans ceux qui ont été condamnés que c'était essentiellement des pays de l'ancien bloc, si je puis dire, européen, qui avaient déjà travaillé sur une législation environnementale, et ceux qui avaient transposé plus vite étaient des pays plus récents dans l'Union européenne, et donc qui avaient véritablement adhéré à ce système européen. Alors, très rapidement, directive 2004, directive 2008. Je n'ai pas mis mon chrono en marge, j'espère que quelqu'un l'a mis pour moi, mais bon, j'ai dû commencer vers 11h10, donc je suis moins discipliné que Jean-Marc. La directive de 2004. Bon, très rapidement sur le champ temporel, quand cette directive sort, évidemment, elle ne peut pas être rétroactive. Donc, elle porte sur des dommages qui sont postérieurs aux événements qui sont postérieurs à l'échéance du délai de transposition, c'est-à-dire 30 avril 2007. Une prescription de 30 ans depuis l'émission et finalement un champ d'application assez réduit qui est confirmé par 2 arrêts de la CJUE. Alors, ce qu'on peut dire d'ailleurs de la CJUE, parce que finalement, on aime bien avoir de la jurisprudence quand on est dans un cadre européen de la CJUE, mais en 2017, sur 1500 et des poussières affaires clôturées par la CJUE, il y en a 2 qui concernent les questions d'environnement. Donc, je ne pense pas que ça soit parce que ça n'intéresse pas la CJUE, je pense que c'est parce qu'il y a peu de saisines et parce que peu de saisines sont en réalité possibles. On parlait de l'ERICA tout à l'heure. Là encore, nous avions saisi la Cour de justice d'une question préjudicielle sur la question des déchets, savoir si ce qui était transporté par les cuves de l'ERICA était ou pas un déchet. Ça a été une question préjudicielle, typiquement un point d'environnement à la CJUE. Hélas, c'est trop rare et on a assez peu d'éclairage finalement en matière d'environnement, en tout cas pas assez. Le second point sur la directive, c'est cette notion fondamentale de dommage environnemental. Et ce qu'on peut dire, c'est qu'elle est finalement assez difficilement saisissable pour les entreprises. Enfin, on ne va pas dire les entreprises, puisque la directive parle d'exploitants, ce qui est une terminologie moins clivante, puisque théoriquement, l'exploitant, ça peut être aussi une personne morale ou physique. On va le voir, qui peut être public ou privé. On va voir qu'une personne publique peut être exploitant à l'origine d'un dommage ou d'une atteinte à l'environnement ou d'un potentiel risque d'atteinte. Ce dommage environnemental, il est difficile à cerner. Il est prévu plus ou moins par la directive, mais on se rend compte que finalement, il est très restrictif, parce que là encore, il est défini soit comme un dommage causé aux espèces et aux habitats naturels protégés, à savoir tout dommage qui affecte gravement la constitution ou le maintien d'un état de conservation. Donc on a une notion de gravité qui va forcément nécessiter une appréciation du juge. Les dommages affectant les eaux, à savoir tout dommage qui affecte de manière grave et négative. On est encore sur cette notion de gravité qui, sans dire qu'elle est subjective, pose là encore une difficulté d'interprétation. Et puis les dommages affectant le sol, à savoir toute contamination des sols qui engendre un risque d'incidence négative grave sur la santé humaine. Alors il faut définir qu'il y a une incidence, qu'elle est négative, qu'elle est grave et qu'elle porte sur la santé humaine. Donc on est véritablement sur ce préjudice, sur ce dommage-là, plus encore que les autres, sur une lecture assez restrictive qui complique les choses, à la fois pour l'entreprise pour l'appréhender, et puis bien évidemment pour les acteurs dont on parlait, et en particulier les associations qui vont vouloir agir sur la difficulté d'appréhension de ce dommage. On a une annexe 1 qui essaye d'éclairer un peu en donnant des critères pour la détermination de l'état initial, puisque tout cela, évidemment, c'est par rapport à l'état initial. C'est-à-dire qu'un dommage, on regarde évidemment comment c'était et comment c'est aujourd'hui, une fois l'incident survenu. On a une notion de dommage qui, en fait, fait référence à des textes historiques, aux directives sectorielles, oiseaux de 79, habitat, faune, flore de 92, eau de 2000, et puis après, milieu marin de 2008, quand c'est la directive de 2008. C'était manifestement tellement clair, cette directive 2004 et ce dommage environnemental, qu'en 2021, il était temps, la Commission a publié, a émis des lignes directrices. Lignes directrices permettant une compréhension commune du terme dommage environnemental. C'est-à-dire qu'il a fallu attendre pas moins de 17 ans pour que la Commission européenne, alors elle s'était agitée un peu sur le sujet avant, c'est-à-dire en 2016, consciente quand même qu'il y avait une vraie difficulté, il y a eu un groupe d'experts qui était désigné et finalement un document de 118 pages en est sorti
qui donne des lignes directrices, mais finalement qui aide sans véritablement. Alors la directive, dans la commission, dit l'évaluation a conclu que la mise en œuvre de la directive était entravée par un manque significatif de cohérence dans l'application des concepts clés, en particulier des concepts liés aux dommages environnementaux. C'est dommage parce que si on n'arrive pas à définir véritablement le dommage environnemental, c'est compliqué ensuite de parler de responsabilité et de savoir qui est à l'origine de quoi et qui doit être responsable. Donc, là encore, il ne s'agit pas de critiquer, mais d'avoir une lecture critique de cette directive qui pose des difficultés d'application pour ces deux premières raisons. Après, l'entreprise responsable. Alors, c'est l'exploitant, je le disais au sens de la directive 2004. On ne parle pas d'entreprise parce que ça serait trop clivant. On parle d'un exploitant qui est le débiteur, qui doit être identifié. Ça semble la base, mais il n'est pas forcément toujours identifiable. On a des pollutions parfois qui ne sont pas identifiables. On peut avoir des pollutions de nappe phréatique dont l'origine est inconnue. Une pollution peut être signée, mais elle n'est pas toujours signable. Donc, cette première difficulté. L'exploitant sera le débiteur de l'obligation de réparation et en supportera les coûts financiers. S'il n'est pas exploitable, c'est l'autorité compétente. En France, par exemple, on voit que quand un exploitant n'est pas identifiable ou n'est plus, parce que derrière le terme pas identifiable, il y a une espèce de pudeur. Ce n'est pas forcément qu'il n'est pas identifiable, c'est qu'il n'est pas forcément recherchable, pour employer un terme qui n'est pas très joli, mais en tout cas, c'est ça, c'est que on va dire que le jeu de la liquidation opportune ou de la fidélisation du dommage environnemental, ça a été une grande pratique. Tout à l'heure, on disait qu'effectivement, ça a évolué par rapport à la remontée à la mer ou à la grand-mère, et c'est un bien parce que la fidélisation du dommage était un grand jeu. On créait une filiale, on lui remettait le dommage environnemental, et après, il n'y avait plus d'exploitants qui pouvaient être recherchés. L'exploitant, je le disais, toute personne physique ou morale, privée ou publique, qui exerce ou contrôle une activité professionnelle ou, lorsque la législation nationale le prévoit, qui a reçu par délégation un pouvoir économique important sur le fonctionnement technique, y compris le titulaire d'un permis. Bon. L'arrêt FIPA Group, donc la CJUE 4 mars 2015, nous rappelle que les personnes qui n'exercent pas l'une des activités mentionnées à l'annexe 3 ne sont pas qualifiées d'exploitants. Parce que finalement, cette annexe 3, là encore, elle liste les activités que la directive estime comme devant générer, si je puis dire, des exploitants responsables. Et finalement, là encore, cette liste qui a vocation à lister les activités selon la directive les plus polluantes et donc les plus potentiellement source d'un dommage environnemental, elle est hélas restrictive. Et là aussi, on peut citer l'arrêt du 14 août 2021, Naturschutzbund Deutschland. La notion d'activité professionnelle n'est pas circonscrite aux seules activités qui ont un rapport avec le marché ou qui présentent un caractère concurrentiel, mais englobe l'ensemble des activités exercées dans un cadre professionnel par opposition à un cadre purement personnel ou domestique et partant les activités exercées dans l'intérêt de la collectivité en vertu d'un transfert légal de mission. On le voit donc, personne publique, personne privée. On parlait du Clémenceau, Jean-Marc, vous parlez du Clémenceau, ce qui m'amusait aussi parce que, faire une parenthèse, nous avions fait une consultation pour une des personnes qui voulait répondre à l'appel d'offres fait par l'État français. Et on avait fait une consultation que notre client avait glissé dans l'appel d'offres en disant vous vendez un morceau de ferraille, mais il n'y a qu'un problème, c'est que c'est un déchet parce qu'il y a plus de 0,0x% d'amiante dans toutes les conduites de circulation des fils électriques et autres. Donc, comme il y a plus de tant de pourcents d'amiante, c'est un déchet. Autant vous dire que le ministère des Armées, voire qualifier un de ces fleurons de la marine de déchets, ça a été l'émoi général. On a appelé au ministère, on nous a dit, vous ne vous rendez pas compte, c'est un crime de lèse-majesté, vous avez qualifié un ancien fleuron de la marine française, de la royale, comme on dit encore en France, parce qu'on est une république, on aime bien dire la royale quand on parle de la marine, de déchets. Et on nous a rigolé au nez en disant, c'est très amusant votre consultation, exercice d'avocat, on sait comment vous êtes, vous aimez vous amuser, mais bon. Et 3 jours après, j'entends à la radio le directeur de je ne sais quoi, quel service au ministère qui dit, le ministère des Armées de la Marine a suspendu l'appel d'offres puisque nous avions une difficulté dans l'appel d'offres. Et ensuite, l'histoire du Clémenceau, que je ne vais pas refaire, est connue puisque ça a été véritablement une épopée. Il est parti à droite, revenu à gauche. Et il a fini par coûter très cher en démantèlement à l'État français parce que, évidemment, personne n'avait osé se poser la question de savoir si ça pouvait être un déchet et si ça pouvait être potentiellement à l'origine d'un dommage environnemental si c'était mal démantelé.
Autre point sur cette responsabilité environnementale, c'est un régime dual et c'est très intéressant parce que finalement cette directive, elle est un peu entre deux, mais au sens positif du terme, pas au sens négatif du terme. Elle ne tranche pas sur une responsabilité objective ou subjective et finalement l'article 3 de la directive identifie deux régimes, ce qui est avec une certaine originalité en droit, au travers du champ d'application. La présente directive s'applique aux dommages causés à l'environnement par l'une des activités professionnelles énumérées à l'article 3 et à la menace imminente de tels dommages découlant de l'une de ces activités, donc une responsabilité sans faute. On est dans l'annexe 3, responsabilité, et ensuite une responsabilité avec faute aux dommages causés aux espèces et habitats naturels protégés par l'une des activités professionnelles autres que celles énumérées à l'annexe 3 et à la menace imminente de tels dommages découlant de l'une de ces activités lorsque l'exploitant a commis une faute ou une négligence. Cette distinction, donc, qui est fondée sur la nécessité que l'exploitant ait commis une faute ou une négligence, est transposée dans le Code de l'environnement par le législateur français. On a un régime de responsabilité stricte, sans commission de faute ou de négligence, qui s'applique aux trois catégories de dommages visées à l'article 2 de la directive, tandis que le régime de responsabilité pour faute s'applique exclusivement, je le disais, au régime causé à la biodiversité. Donc là encore, on a véritablement des catégories de dommages, des catégories de fautes qui vont être là encore un peu restrictifs. On a des causes d'exonération, je passerai très rapidement, elles sont assez classiques, le conflit armé, les hostilités, la concurrence entre la directive de 2004 et d'autres textes. On évoquait, enfin Jean-Marc, tu évoquais la directive CLC tout à l'heure, effectivement, quand il y a un dommage en mer, on l'a vu dans les RECA, c'était, alors la directive 2004 n'existait pas bien sûr, mais en tout cas, c'était l'application de la convention CLC. Les pollutions marines ont leur propre régime et donc la directive de 2004 n'est pas applicable. De même pour les activités nucléaires, où on voit que là, il y a tout un arsenal de directives, mais également d'instruments internationaux qui excluent complètement le nucléaire de l'application de la directive de 2004. Et puis la possibilité pour l'exploitant de limiter sa responsabilité, mais là encore, c'est le régime CFC. Le lien de causalité, là aussi, une autre difficulté, dans les nombreuses difficultés que va rencontrer les acteurs qui veulent voir reconnue la responsabilité, et essentiellement les associations. Il faut évidemment établir le lien de causalité. Il est indispensable, même si donc il y a cette précision du paragraphe 5 de l'article 4 qui font bien mention de la nécessité de ce lien de causalité. Pour autant, donc alors l'article, on revient à l'arrêt CJUE de FIPA Group du 4 mars 2015. Le lien de causalité exige que soient établis des liens concrets et quantifiables aux fins de l'imposition de mesures de réparation. Pour autant, on a une présomption de causalité, ce qui est assez intéressant parce que, en général, la preuve appartient à celui qui engage l'action. Et là, finalement, dans certains cas, on peut avoir une présomption de causalité. C'est l'arrêt CJUE ERG du 9 mars 2010. La directive ne s'oppose pas à ce qu'une réglementation nationale permette à l'autorité compétente de présumer le lien de causalité, mais elle doit disposer d'indices plausibles dans le respect du principe pollueur-payeur. Parce qu'on en revient toujours à l'idée principale, ou en tout cas au principe initial de cette directive 2004 et de toute la réglementation et la législation de responsabilité environnementale, c'est le pollueur doit payer. La détermination et le financement des mesures. Ça, c'est un point qui est là encore très problématique, notamment en matière de réparation, et c'est pour ça que je disais en propos introductif que la directive 2004, il me reste un. D'accord. Bon, alors je vais aller très très vite. Je ne pensais pas que le temps passait aussi vite. Évidemment, la difficulté, c'est de déterminer les mesures. La réparation est le principal. La prévention, pardon, je disais le principal, et la réparation doit être véritablement la solution finale. On le voit, la prévention, c'est quoi? Ça va être les études d'incidence, ça va être tout l'encadrement par des arrêtés préfectoraux, des prescriptions et autres. La réparation, une fois qu'on a dit qu'il fallait réparer, c'est très compliqué. On a vu le cas dans les RECA, mais c'est finalement, ça se reproduit à chaque dommage environnemental. Combien valent des centaines de milliers de mètres carrés de plages polluées? Combien valent des oiseaux qui sont des res nullus? Donc, c'est compliqué de savoir qui touche l'indemnisation. Donc, il y a une véritable difficulté par rapport à cette évaluation. Dans les RECA, on avait calculé la surface d'estran. J'avais eu un autre préjudice où on avait une question d'arbre. Alors, on avait essayé de quantifier le coût d'un arbre, mais c'est compliqué. Ça vaut combien un arbre? Et finalement, malgré toutes les lignes directrices, les guides qui ont été pris, y compris en France,
il y a toujours cette difficulté de chiffrer le préjudice écologique. Il n'y a pas de méthodologie précise, tant pour le chiffrage du préjudice écologique que pour la détermination des mesures de réparation. Le financement, elle est évidemment, je le disais, à la charge de l'exploitant. Elle peut être à la charge de l'autorité compétente, c'est-à-dire l'État, quand il y a une défaillance. On le voit en France, il y a une possibilité de travaux d'office par les services administratifs et d'arrêtés préfectoraux mettant à la charge de l'exploitant les mesures, mais c'est très compliqué. Et puis, on a cette difficulté, toujours là encore, de la réparation des coûts en cas de causalité multiple, c'est-à-dire qu'on peut avoir des causalités multiples. Là, il y a une vraie difficulté. Un mot sur la directive de 2008, et j'en aurais terminé, qui renforce la criminalité environnementale. Cette directive vient ajouter donc les États membres font en sorte que les actes suivants constituent une infraction pénale lorsqu'ils sont illicites. La directive de 2008 vient renforcer l'arsenal pénal et oblige les États à créer une réponse pénale, qui une fois encore montre ses limites. En France, on le voit, il y a également un arsenal pénal qui a été renforcé, la loi du 22 août 2021, Climat et résilience, qui renforce les sanctions pénales, qui crée un délit de mise en danger de l'environnement, l'article 279 de la loi, sanction non plus de l'atteinte, mais du risque d'atteinte à l'environnement. Donc ça, c'est intéressant parce que c'est véritablement toujours dans la même logique. Une fois encore, on essaie de regarder le plus en amont possible. Donc on a, et ça sera mon propos conclusion, aujourd'hui on voit toute une prévention, la RSE, la directive du 22 octobre 2014 relative à la publication d'informations sociales et environnementales, et puis toute une série d'actions et de décisions qui renforcent cette nécessité de la prévention au lieu et place de la réparation, qui doit être véritablement la solution ultime si aucune autre mesure en amont a pu être prise, parce que la réparation montre bien ses limites et la sanction pénale, pour terminer sur ce même dossier dont on parlait, dans l'affaire de l'Erika, la sanction pénale pour Total avait été de 375 000 €, ce qui était évidemment proprement dérisoire. Et on voit bien que ce n'est pas la répression, enfin, la sanction pénale qui va inciter certains exploitants, pour reprendre le terme de la directive, à une vigilance renforcée ou à une prévention meilleure, puisque c'est plus la sanction civile. Et puis évidemment, pour rejoindre les propos de RSE et autres, l'image et la réputation et l'image. Voilà, j'ai dépassé un petit peu, excusez-moi. Pas beaucoup, hein. J'ai fait 23 minutes, j'avais commencé à 10. Ouais. On peut prendre éventuellement une question pour ne pas avoir plus de 5 minutes de retard. S'il y a une question dans la salle, sur place, ou alors en visio. Et sans question, sinon bah, on passe… Oui, oui, bien sûr. J'ai une toute petite réflexion qui va dans l'enchaînement de ce qui a été dit toute cette matinée. En fait, il y a un conflit entre responsabilité et liberté. Hein, c'est ça qui fait que la prévention est quelque chose qui heurte d'abord notre article, en Belgique, c'est encore l'article 1382 du Code civil, c'est-à-dire on parle là uniquement d'une obligation de réparer quand on a causé un dommage. Donc 1382 n'est pas vraiment utile pour la prévention en tant que telle, si on ne voit pas les mesures de référé, etc., qui peuvent venir quand même. Mais voilà, pour vous dire, conflit, liberté, responsabilité, prévention va à l'encontre de la liberté.